Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet délicat, mais essentiel, les relations toxiques et l'emprise psychologique. Vous êtes-vous déjà senti perdu, confus au sein d'une relation qui semblait vous vider de votre énergie, une relation où la vérité semblait constamment vous échapper? Vous n'êtes pas seul. Ces dynamiques complexes, souvent invisibles de l'extérieur, peuvent laisser des cicatrices profondes. Au cœur de beaucoup de ces expériences se trouve un schéma de comportement que les psychologues appellent le narcissisme. Loin du simple cliché de l'amour de soi, le narcissisme pathologique est un trouble de la personnalité complexe qui affecte non seulement la personne concernée, mais aussi et surtout son entourage. Pour nous éclairer, nous nous appuierons sur les analyses de la Dr Ramani Durvasula, une psychologue clinicienne de renommée mondiale et l'une des plus grandes expertes de l'abus narcissique. Son travail a permis à des millions de personnes de mettre des mots sur une souffrance inexprimable et d'entamer un chemin de guérison. Ce que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est que comprendre ces mécanismes n'est pas un exercice intellectuel. C'est un acte de libération. C'est reprendre le contrôle de sa propre histoire. Pour commencer, il est crucial de comprendre que le narcissisme n'est pas une maladie au sens traditionnel, comme une grippe ou une dépression, que l'on pourrait guérir. Il s'agit plutôt d'un style de personnalité, d'une manière d'être au monde profondément ancrée, souvent depuis l'enfance. C'est un spectre, un continuum. Nous avons tous, à des degrés divers, des traits narcissiques, un peu d'égoïsme, un besoin de reconnaissance. Mais nous parlons ici de quelque chose de bien plus envahissant. Les personnes présentant un trouble de la personnalité narcissique sont caractérisées par un manque criant d'empathie. Elles ont une difficulté fondamentale à se mettre à la place des autres, à ressentir leurs émotions. Leurs relations sont souvent transactionnelles. Que peux-tu faire pour moi? Elles ont un sentiment de droit quasi permanent, l'impression que tout leur est dû. La manipulation, la colère rapide lorsque les choses ne vont pas dans leur sens, et une tendance à se poser en victime sont des comportements récurrents. Il existe plusieurs visages du narcissisme. Le plus connu est le narcissique grandiose, celui qui est charismatique, extraverti, qui semble avoir une confiance en lui inébranlable et qui cherche constamment à être au centre de l'attention. Mais il y a aussi le narcissique vulnérable ou caché. Celui-ci est plus subtil. Il se présente souvent comme une victime incomprise du monde, anxieux, fragile, utilisant la pitié et la culpabilité pour manipuler son entourage. Et enfin, le plus dangereux, le narcissique malin, qui combine le narcissisme avec des traits antisociaux, un manque de remords et une tendance à la cruauté. Mais d'où vient ce comportement? Les recherches montrent que les racines du narcissisme se trouvent presque toujours dans l'enfance. Il s'agit d'une réponse à une forme d'adversité, un attachement parental insécurisant, du chaos, de la négligence ou même des abus. Paradoxalement, une survalorisation peut aussi être un facteur. Un enfant constamment traité comme l'élu, plus spécial que les autres, pour qui toutes les règles sont transgressées, peut développer un sentiment de droit. Imaginez la personnalité d'un enfant comme de la gélatine que l'on prépare. Au début, elle est liquide, malléable. C'est une période critique où la sécurité, l'empathie et l'apprentissage des limites sont essentiels. Avec le temps, cette gélatine se fige. Vers 25 ans, la personnalité est en grande partie formée. Si un enfant a appris que le monde tourne autour de lui sans jamais apprendre à gérer la frustration, la déception, ou à reconnaître les besoins des autres, le moule peut prendre une forme narcissique. Pourtant, et c'est un point fondamental, la grande majorité des personnes ayant vécu une enfance difficile ne deviennent pas narcissiques. Elles développent d'autres blessures, comme le syndrome de l'imposteur ou l'anxiété. Le narcissisme est une voie parmi d'autres, une sorte de carapace rigide construite pour se protéger d'une insécurité et d'une honte profonde et intolérable. Vivre avec une personne narcissique, c'est être pris dans une toile d'araignée émotionnelle. L'une des dynamiques les plus puissantes est ce que l'on appelle le lien traumatique. Ce n'est pas un abus constant, tous les jours. Si c'était le cas, il serait plus facile de partir. C'est l'inconstance qui crée le piège. Il y a des bons moments, des moments de rire, de complicité, de passion. Ces moments sont comme des jackpots à une machine à sous. Ils vous donnent l'espoir que les choses peuvent s'arranger, que la personne que vous aimez est vraiment celle de ces bons moments. Et vous continuez à jouer, à miser votre énergie,
votre amour, votre santé mentale, en espérant le prochain jackpot. C'est dans cette dynamique que s'installe l'un des outils de manipulation les plus pernicieux, le gaslighting ou détournement cognitif. Ce terme, issu d'une pièce de théâtre puis d'un film, décrit un processus où une personne vous fait douter de votre propre mémoire, de votre perception, de votre santé mentale. Cela se déroule en plusieurs étapes. D'abord, il y a une négation de votre réalité. Je n'ai jamais dit ça. Tu te fais des films, tu es trop sensible. Ensuite, cette négation est utilisée pour vous attaquer personnellement. C'est toi qui as un problème de mémoire. Ta paranoïa est en train de me rendre fou. C'est toi le problème dans cette relation. Répétez jour après jour, le gaslighting vous amène à vous blâmer. Vous commencez à penser, peut-être que je suis vraiment folle. Peut-être que je suis le problème. Vous perdez confiance en votre propre jugement. La personne narcissique prend alors le contrôle total de la réalité de la relation. Vous n'êtes plus focalisé sur son comportement inacceptable, mais sur vos propres prétendus défauts, essayant constamment de vous améliorer pour que la relation fonctionne. Quitter une telle relation est souvent le début d'une autre épreuve. C'est là qu'intervient ce que l'on nomme la violence post-séparation. La personne narcissique a perdu le contrôle sur vous, et surtout sur le récit, sur l'image publique. C'est insupportable pour elle. La première arme est souvent la campagne de dénigrement. Avant même que vous ayez eu le temps de penser vos plaies, la personne narcissique contacte vos amis communs, votre famille, et parfois même le public si la relation était connue. Elle se présente comme la victime, déformant la réalité, sortant des messages de leur contexte, racontant une version plausible et touchante où vous êtes le bourreau. Le plus douloureux est de voir des personnes que vous pensiez être de votre côté croire à cette version, s'éloigner de vous sans même vous demander votre avis. Cette violence peut prendre de nombreuses formes. Le harcèlement, l'abus juridique ou les procédures sont utilisées pour vous épuiser financièrement et émotionnellement, et l'abus technologique. Cela peut aller du piratage de vos comptes à la suppression de votre travail en ligne, une tentative de saboter votre carrière et votre réputation, simplement par vengeance et pour réaffirmer un contrôle. Lorsqu'il y a des enfants, la situation devient encore plus complexe. Le terme de coparentalité est souvent inapproprié. On parle plutôt de parentalité parallèle. Vous ne pouvez pas collaborer avec quelqu'un qui utilise les enfants comme des pions. Le défi est immense. Vous devez créer un espace de sécurité et de stabilité pour vos enfants, tout en étant la seule personne au monde qui ne peut pas dire de mal de l'autre parent. Car un enfant ne peut pas supporter ce poids. Entendre un parent en critiquer un autre le plonge dans un conflit de loyauté insoutenable. La personne narcissique, elle, n'a pas ses scrupules. Elle n'hésitera pas à vous dénigrer auprès de vos propres enfants. Alors, que faire? La meilleure approche est de valider les émotions de l'enfant sans attaquer l'autre parent. Au lieu de dire « ton père ment », vous pouvez dire « je vois que ce que tu as entendu te rend triste, et je suis désolé que tu aies à vivre ça ». Les adultes sont parfois compliqués. Vous créez ainsi un espace sûr où l'enfant peut parler, sans se sentir coupable. Vous devenez le port d'attache stable dans la tempête. Alors, comment guérir de tout cela? La guérison commence par la connaissance. Comprendre ces schémas, mettre des mots sur ce que vous avez vécu, c'est la première étape pour briser l'isolement et la culpabilité. C'est reconnaître que l'amour que vous avez ressenti était réel pour vous, mais qu'il a été dirigé vers une personne incapable de le recevoir et de le rendre de manière saine. Ce n'est pas un échec de votre part. C'est le témoignage de votre capacité à aimer. La guérison passe par le deuil. Le deuil de la relation que vous espériez, le deuil de la personne que vous pensiez qu'elle était. C'est un processus qui demande du temps, de la patience et beaucoup d'autocompassion. Elle implique de réapprendre à faire confiance à votre propre jugement, à écouter cette petite voix intérieure que vous avez été forcé de faire taire. C'est fixer des limites claires et s'y tenir, même si c'est difficile. Enfin, la guérison se trouve dans la reconnexion. Se reconnecter à soi-même, à ses passions, à ce qui vous fait vibrer. Et se reconnecter aux autres, à des relations saines, basées sur le respect mutuel, l'empathie et la réciprocité. Si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, sachez qu'il y a de l'espoir. Vous n'êtes pas défini par ce que vous avez subi. Vous êtes défini par votre résilience,
votre courage et votre capacité à choisir, aujourd'hui, un chemin différent. Un chemin vers la paix intérieure.